Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, nous allons remonter aux prémices de l'intelligence artificielle, bien avant que l'IA ne devienne ce que nous connaissons aujourd'hui. Elle a pris forme à travers les premières idées, les premières machines et les travaux de pionniers comme Alain Turing. Nous allons découvrir comment ces débuts ont posé les bases de ce qu'il allait devenir l'intelligence artificielle. Alors l'histoire de l'intelligence artificielle remonte à près d'un siècle. Avec ses premières prémices dès les années 40, à cette époque, le contexte est marqué par la Seconde Guerre mondiale, où l'interception et le déchiffrement des messages jouaient un rôle stratégique majeur. Les Allemands utilisaient alors une machine appelée Enigma, qui ressemblait à une machine à écrire. Son fonctionnement reposait sur un système de substitution complexe. Lorsqu'un opérateur appuyait sur une touche, une autre lettre s'illuminait, créant ainsi des milliards de combinaisons possibles. Sans procédé, la machine, configurée avec les bons réglages, il était pratiquement impossible de déchiffrer ces messages. Pendant ce temps, à côté britannique, des équipes de cryptanalystes travaillaient chaque jour à analyser et tenter de décoder ces dizaines de messages interceptés, ouvrant ainsi la voie aux premières avancées qui allaient plus tard inspirer le développement de l'intelligence artificielle. Donc en 1936, Alan Turing publie un article fondateur où il introduit le concept de la machine de Turing, une idée théorique qui allait devenir la base de l'informatique moderne. Ces travaux attirent rapidement l'attention du gouvernement britannique qui l'intègre à une équipe chargée du décryptage des communications ennemies. Turing identifie alors deux failles importantes dans le système Enigma. En particulier, il comprend qu'en repérant un mot qui revient presque systématiquement dans les messages, il est possible d'augmenter considérablement les chances de deviner la combinaison correcte et donc de déchiffrer le texte. Cette découverte donne aux Alliés un avantage stratégique majeur. Donc, dès 1942, les Britanniques parviennent à intercepter et déchiffrer environ 40 000 messages par mois. Un an plus tard, ce chiffre double, atteignant près de 80 000 communications décryptées mensuellement. En s'appuyant sur un dispositif électromécanique initialement conçu par des cryptologues polonais, Alan Turing met au point une imposante machine de décryptage d'Enigma baptisée Victory. Plus tard, ces travaux mèneront à ce qu'on appelle le test de Turing. Alors, qu'est-ce que ce fameux test de Turing? Imaginez un jeu où trois joueurs interagissent uniquement par texte, un peu comme une discussion sur Internet. Nous avons trois rôles ici. A, un joueur qui peut être soit humain, soit une machine. Le but de A, s'il est une machine, est d'essayer de faire croire à un autre humain qu'il est également humain. B, un humain qui lui répond toujours honnêtement. Et C, donc le juge, un autre humain, dont le rôle est de déterminer à partir des réponses reçues qui est l'humain et qui est la machine. Le test est simple. C doit poser des questions à A et B pour essayer de découvrir lequel est la machine. Tout cela se fait sans jamais entendre ni voir les autres, uniquement en communiquant par texte. Et là, vous vous dites sûrement, mais pourquoi est-ce important? La question posée par Turing était de savoir, les machines peuvent-elles penser? Alors cette question est très difficile à répondre directement. Alors Turing a proposé une alternative pragmatique. Si une machine peut communiquer d'une manière qui est indiscernable d'un être humain, alors peut-on dire qu'elle pense? Si C ne peut pas dire si A est une machine ou un humain, on pourrait conclure que la machine a réussi à simuler une forme d'intelligence. Alors ce test a marqué un tournant dans la réflexion sur l'intelligence artificielle. Avant cela, beaucoup de gens pensaient que seules les tâches très spécifiques, comme jouer aux échecs ou résoudre des équations, pouvaient être automatisées par des machines. Mais ici, on parle de conversation, de la capacité de comprendre et répondre aux questions de manière pertinente. Passons maintenant au concept de la chambre chinoise, une expérience de pensée proposée par le philosophe Jean Searle en 1980.
dans son célèbre essai Minds, Brains and Programs. Ce concept est très important pour bien comprendre certaines critiques de l'intelligence artificielle et notamment ce que nous venons de discuter avec le test de Turing. Donc imaginez ceci, Jean-Cyril, qui ne connaît rien au chinois, est enfermé dans une pièce. Dans cette pièce, il y a un grand livre avec des instructions qui disent comment répondre à des questions en chinois. Quelqu'un à l'extérieur, lui, passe des messages, certains en anglais, sa langue maternelle, et d'autres en chinois. Lorsqu'il reçoit une question en anglais, il comprend naturellement et y répond directement. Mais pour celle en chinois, comme il ne connaît pas la langue, il doit consulter le livre. Ce livre ne lui explique pas le chinois, mais il lui donne des règles pour identifier des symboles qui correspondent à la question et à la réponse. Il suit donc ces règles mécaniquement sans jamais comprendre ce qu'il fait. Le point clé de cette expérience de pensée est qu'à l'extérieur, les gens pensent que Cyril comprend le chinois parce qu'il leur envoie des réponses cohérentes. Mais en réalité, il ne fait que suivre un ensemble de règles sans aucune compréhension de la langue. Et c'est là que Searle critique l'intelligence artificielle, particulièrement ce qu'on appelle l'IA forte. Selon cette critique, même si une machine suit des règles et manipule des symboles de manière efficace, comme le test de Turing, cela signifie pas qu'elle comprend ce qu'elle fait. Donc, il y a deux grandes écoles de pensée sur l'intelligence des machines. Le premier point pose une question fondamentale. Quand une machine peut-elle être considérée comme intelligente? C'est l'approche comportementaliste. Alors, selon cette première école de pensée, une machine est intelligente si elle reproduit le comportement d'un être humain dans un domaine spécifique ou même de manière plus générale. Ici, l'intelligence est définie en termes de résultats observables, c'est-à-dire que si la machine peut agir comme un humain, dans une situation donnée, on peut la considérer comme intelligente. Cette approche est en lien direct avec le test de Turing que nous avons vu précédemment. Si une machine arrive à se faire passer par un humain, même s'il ne comprend pas vraiment ce qu'elle fait, alors elle peut être vue comme intelligente. Cela soulève des questions intéressantes. Est-ce que reproduire des actions humaines est suffisant pour parler d'intelligence, comme dans le cas de la chambre chinoise? Donc imiter l'intelligence ne signifie pas nécessairement la comprendre. Dans certains domaines spécifiques comme jouer aux échecs ou diagnostiquer une maladie, la machine peut surpasser la capacité humaine. Mais cela suffit-il pour dire qu'elle est véritablement intelligente? Alors la deuxième école, en revanche, pense que l'intelligence n'est pas uniquement basée sur la reproduction des comportements humains. Au lieu de cela, une machine est dite intelligente si elle est capable de modéliser le fonctionnement d'un être humain. Cela signifie qu'il ne s'agit pas seulement de donner des résultats, mais aussi de comprendre et de reproduire le processus mental qui sous-tend l'intelligence humaine. C'est un pas de plus par rapport à l'imitation. Cette approche cherche à créer des machines qui non seulement agissent comme des humains, mais qui pensent et comprennent de manière similaire. Sur ce, c'est la fin de cette vidéo et au plaisir de vous retrouver dans une nouvelle vidéo.